Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire un petit peu spécial sur le passage de la compta au conseil. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour commencer et pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème technique? Bonjour Émilie, bonjour Lancelot, bonjour Julie. Bon, parfait. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est parfait. Alors, vous avez été très nombreux, donc plus de près de 220-230 à vous être inscrits à ce webinaire. Donc voilà, ça prouve que c'est un sujet, on en parlait juste avant, qui intéresse le conseil. Je vous propose de ne pas prendre trop de temps avant de débuter, parce que ce qu'on se disait avec Olivier, c'est un sujet dont on pourrait parler des heures et on n'a qu'1 heure pour l'évoquer. Donc on veut que ce soit le plus concret et activable possible. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. Peut-être juste, alors quelques précisions avant qu'on commence. On va dérouler selon des grands thèmes autour du développement des missions de conseil. Alors vous, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On s'arrêtera régulièrement dans la présentation. Et pour poser vos questions, je vous recommande de passer par le bouton questions qui est en bas à droite. Ce sera beaucoup plus simple pour les suivre. Et ensuite, on pourra les publier, on les verra à l'écran. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Mais si vous pouvez les poser via le bouton questions, c'est mieux. Autre chose, c'est que vous recevrez à la fin un replay de l'heure de webinaire qu'on va faire ensemble. Donc pour ceux, voilà, je voyais que c'était une question. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de tout voir, vous recevrez le replay par mail. On va aussi faire, là ce sera quelques jours après le webinaire, un petit guide pratique avec un peu une synthèse de ce que nous expliquera Olivier aujourd'hui. Voilà. Et alors, ce que je vous propose, peut-être pour commencer, c'est qu'on se présente rapidement et 2, on vous fera un petit sondage pour démarrer. Et du coup, Olivier, si tu le veux bien, je te laisse te présenter en premier. Avec plaisir. Merci beaucoup Thomas. Merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc Olivier, je suis expert comptable. Je dirige un cabinet dans l'Est de la France depuis 2008. Ma volonté dès le début, ça a été de faire du conseil et pas forcément de la production comptable. Et donc ça fait, maintenant le temps tourne, mais ça fait à peu près 17 ans que je travaille sur le conseil, le conseil, le conseil. Aux dirigeants, évidemment particulièrement, et que ça m'a amené à développer un certain nombre de structures, dont Atom 8, dont on va parler aujourd'hui, spécifiquement dédiées au conseil pour les experts comptables. Parfait, merci Olivier. Et je suis très heureux d'avoir quelqu'un de ta trempe pour parler du sujet du conseil. Et de mon côté, je suis Thomas Gasquez, cofondateur et CEO de Finthesis, dont on va parler aussi très rapidement, mais ce sera pas du tout le sujet principal de ce webinaire. Et moi, avant ça, j'avais fait une dizaine d'années en cabinet d'expertise comptable et j'ai aussi vite opéré une transition vers le conseil. Et en parallèle, j'ai aussi passé mon diplôme d'expertise comptable. Donc voilà, pour les présentations, je vous propose de démarrer. Et pour démarrer, on vous a préparé un petit sondage. Et le premier sondage que je vais publier, voilà, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui faire du conseil auprès de vos clients? Donc voilà, là c'est simple. Vous pouvez répondre oui ou non et cliquer sur soumettre le vote. Et donc là, on va voir en direct les résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à voter. Je crois qu'il faut peut-être que vous alliez dans la partie sondage qui est en bas à droite. Et là, on voit, alors tout le monde n'a pas voté, c'est en cours, mais que voilà, il y a à peu près 75% qui considèrent que oui. Alors, même plus, hein, ça monte, on est auprès de 80%, donc je suis, j'avoue, assez surpris. Je pensais qu'il y en avait beaucoup qui, en effet, s'intéressaient au sujet pour développer cette partie-là. Donc voilà, il y a une bonne partie qui a voté, on est plus sur du 80-20. Donc voilà, il y a une grosse partie qui pense aujourd'hui faire du conseil auprès de ses clients. Et donc, deuxième question qui est complémentaire. Donc, je vais publier un deuxième sondage qui est est-ce que vous avez mis en place une offre concrète de conseil en interne dans votre structure? Donc là, c'est pareil, vous pouvez voter.
Donc, a priori, ça devrait être aligné, mais on va voir. Voilà, donc première question, est-ce que vous faites du conseil? Deuxième question, est-ce que vous avez mis une offre concrète pour cette offre de conseil? Et on voit que, en effet, c'est un petit peu plus faible. On est sur du 67-33, voilà, avec 67 qui n'en ont pas mis en place, hein. Ah oui, en effet, alors j'avais pas vu que c'était le nom qui l'emportait. Donc, alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y a près de 80% des personnes qui pensent faire du conseil auprès de leurs clients, mais il y a près de 70% des personnes qui n'ont pas d'offre de conseil. Et donc, c'est précisément ça le problème. Et donc, c'est le sujet notamment sur lequel on vous propose d'apporter des éclaircissements aujourd'hui. Donc voilà, on va débuter. Je vous montre à l'écran l'agenda d'aujourd'hui. Comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions et si vous posez vos questions, à passer par l'onglet questions en bas à droite. Comme ça, on pourra les publier, les suivre et y répondre plus facilement. Donc c'est parti, on a 1 heure ensemble et donc nous, les thèmes qu'on vous propose, c'est de 1, faire un point rapide sur la situation actuelle et sur pourquoi il est important et intéressant pour les experts comptables de développer leur mission de conseil. 2, de redéfinir qu'est-ce que c'est que le conseil. Donc nous, par exemple, chez Fintesis, on fait du pilotage financier, mais ça peut être du conseil dans plein de domaines différents. 3, qu'est-ce que c'est, selon Olivier, la bonne méthode pour développer ces missions de conseil? 4, les ressources principales dont vous aurez besoin pour développer ces missions. Et ensuite, alors, on a fait une petite sélection, nous, des questions les plus fréquentes qu'on reçoit de nos clients chez Fintesis, parce que nous, c'est un outil pour développer les missions de conseil. Et justement, on n'a pas la compétence organisationnelle et donc on reçoit beaucoup de questions. Donc, on les posera à Olivier et on posera aussi toutes les questions que vous avez auxquelles on n'a pas pu répondre au fil de la présentation. Et donc, très rapidement, avant de commencer, on vous propose juste une petite présentation de nos 2 structures en 2 mots et après on enchaînera avec les questions à Olivier. Et donc Olivier, si tu peux nous présenter Atom8. Oui, bien sûr. Donc Atom 8, finalement, c'est un cabinet de conseil, hein, qui a pour mission d'aider justement, les cabinets d'expertise comptable à passer ce défi de, la production comptable vers le conseil, hein. Alors nous, on dit, se réinventer un petit peu dans la manière d'accompagner les clients, d'aller sur des missions à valeur ajoutée, voire à haute valeur ajoutée. C'est, sous forme de formation, beaucoup, d'accompagnement un petit peu plus personnalisé auprès des cabinets, de support technique, on en reparlera dans le cadre justement des missions de conseil, que ce soit sur la protection sociale, le patrimoine, la fiscalité personnelle, enfin à peu près tout ce qui va nous occuper en matière de conseil, et une plateforme qui permet de gérer toute la data que ça implique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà en tout cas ce qu'est Atom 8 aujourd'hui. Parfait, merci. Et donc, concernant Fintesis, nous, on est une plateforme de reporting et de data visualisation qui est dédiée aux experts comptables. Donc, concrètement, vous pouvez connecter Fintesis à tous vos outils comptables. Vous récupérez automatiquement vos données comptables. Et en fait, on la structure sous forme d'analyse et on vous permet de faire des tâches de pilotage financier très rapidement pour vos clients. Donc, ça va du reporting à la création de budget, au comparatif mensuel, à la consolidation, l'analytique, la valorisation, les reportings sociaux. On a même rajouté la brique ESG. Et donc, c'est pour développer toutes ces missions de conseil sur la partie pilotage financier. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 cabinets clients de toute taille, des cabinets du top 5 comme des CGEC qui se lancent et qui ont leurs premiers clients. Et par l'intermédiaire de ces experts comptables, on a à peu près 40 000 entreprises aujourd'hui qui utilisent Fintesis. Donc voilà pour ces présentations rapides. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, j'ai une série de questions à poser à Olivier, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur les différents thèmes. Et à chaque fin de thème, je poserai vos questions à Olivier directement. Donc, premier sujet, c'est la situation actuelle dans laquelle on est. Et est-ce que, Olivier, tu peux nous rappeler quel est le contexte actuel? Pourquoi c'est important d'évoluer vers des missions de conseil?
Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que, on peut faire sans aujourd'hui? Est-ce qu'un expert comptable peut avoir une activité, sans mission de conseil? Et sinon, quels sont les risques, de ne pas le faire? Oui, alors, effectivement, comme on n'a qu'1 heure et d'ailleurs il nous reste, plutôt une cinquantaine de minutes, on va essayer de se focaliser sur les éléments les plus importants et la valeur ajoutée de ce webinaire. Donc je vais passer quand même relativement rapidement sur le contexte actuel parce qu'il est assez connu de tout le monde. Le congrès, c'était finalement il y a quelques jours, il y a pas mal de monde qui a dû y passer, donc je pense que tout le monde a les idées claires là-dessus. Mais pour le reposer, globalement, on a la facture électronique, l'IA, les problèmes de recrutement, la concentration et la financiarisation des cabinets, l'évolution très rapide de l'environnement, d'ailleurs aussi du côté des clients. À tout ça s'ajoute une situation conjoncturelle qui est pas fameuse, du côté des entreprises. Et finalement, tout ça relève, d'une mécanique qu'on a la sensation de croire, en tout cas de trouver nouvelle. Je rappelle juste, c'est pas pour faire l'ancien, mais que ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de conseil sans jamais vraiment, y parvenir et que, la facture électronique et a fortiori l'IA, parce que finalement on ne sait pas si c'est pas l'IA qui va passer, encore plus vite que la facture électronique, hem, nous rapproche peut-être un peu plus du moment où ça va finalement devoir arriver. Voilà un petit peu le contexte. Alors pourquoi, derrière ça, c'est important d'évoluer? En tout cas, pour moi, important d'avoir conscience de la situation et de sa place par rapport à ce contexte. Moi, j'ai noté quand même deux trois points. Bien sûr, pour garder le plaisir de travailler. Je pense que quand on fait des études aussi longues et ce type de métier, c'est aussi parce qu'on a quand même un peu la foi, parce qu'on aime ce qu'on fait et donc le plaisir de travailler reste important, peut-être encore plus pour, les générations actuelles, mais même pour moi. Pour aussi sécuriser financièrement son activité. Je veux dire par là que, rester aujourd'hui dans une mécanique de production pure de comptabilité, on sait qu'à terme, il y a quand même toutes les chances que ce soit très compliqué. En tout cas pour, la majorité des petits cabinets. Les gros, c'est un autre sujet. Je fais un petit clin d'œil, à certaines de mes partenaires, clientes, entre autres sur le burn-out, qui est quand même, enfin alors le burn-out ou en tout cas tout ce qui tourne autour, hein, le surmenage si vous voulez, qui est quand même de plus en plus fréquent, parce qu'on est confronté justement à un contexte, très difficile. Donc évoluer, c'est aussi, se positionner dans à une place où on est un peu plus tranquille. C'est pas vraiment l'océan bleu, l'océan rouge, mais quand même, il y a un sujet sur le fond. Si on fait rien, globalement, c'est la conséquence, hein, baisse des résultats, baisse, de la valorisation des cabinets, évidemment l'augmentation des problèmes, des risques, des litiges avec des clients, et puis in fine, à un moment donné, l'obligation de mettre en place une solution qui sera plus une solution d'urgence, qui sera plus complexe à mettre en place, plus douloureuse, plus coûteuse. Donc on a tout intérêt à le faire, dès maintenant. Parfait, bah, c'était très clair et juste une question par rapport à ça, parce qu'on était au congrès, en effet, il y a quelques jours et nous, il y en a beaucoup qui nous disaient, pour la partie, développement des missions de conseil, en particulier, reporting, on va attendre que le sujet de la facture électronique, soit passé et on fera ça, après, heu, chaque chantier, à la fois et donc est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne, approche ou est-ce que d'après toi, vaut mieux, anticiper? Alors, je pense qu'il y a, 2 phrases que j'entends le plus souvent quand j'accompagne, les cabinets, surtout au début, quand on démarre ou quand j'ai des prospects experts comptables. La deuxième phrase, c'est: «On va attendre». Quoi? J'ai envie de dire, peu importe, là, en l'occurrence, la facture électronique, on va attendre que j'ai fini de réorganiser mon cabinet, on va attendre l'embauche, du collaborateur miracle, on va attendre d'avoir modifié, être passé d'une solution logicielle à une autre, enfin bref, on va attendre, c'est la deuxième. Bon, normalement, tu dois me demander quelle est la première. Ça Voilà fait et question-réponse, hein, comme ça. La première, c'est: «J'ai pas le temps». Voilà, donc on va y revenir parce que ça va un peu avec la deuxième. Voilà, donc non, c'est évidemment pas une bonne raison. Tout ce qui commence par: «On va attendre», ça ne veut pas dire que tout est à faire immédiatement, tout de suite et dans l'urgence. J'ai même envie de dire au contraire.
Mais tout ce qui commence par « on va attendre », c'est une mauvaise considération de la problématique globale. Mmh. OK. Eh bien, écoute, parfait. On est bien lancé, et je te propose, de passer directement donc, au 2e, thème qui est plutôt la définition du conseil. Donc en effet, là aussi, qu'est-ce que, on entend par conseil? Nous, bah, chez Fintesis, on est spécialisé sur la partie, pilotage financier, mais en fait, dans le conseil, il y a pas que ça, comme tu disais, il y a l'accompagnement sur les aspects, patrimoniaux, juridiques, fiscaux, et cetera. Et donc toi, qu'est-ce que tu définis par du conseil? Quelles sont les missions les plus évidentes pour toi? Et aussi d'après toi, comment choisir dans quelle direction, partir? Est-ce qu'il faut faire de tout? Est-ce qu'il faut se spécialiser? Donc quelle est ta position par rapport à ça? Alors, à la question qui est, ça veut dire quoi le conseil ou qu'est-ce qu'on entend pour le conseil est extrêmement, en fait, c'est pas vraiment la bonne question, ou en tout cas, c'est une question très difficile, pour y répondre, dans la mesure où ça regroupe énormément de choses. Mais on peut quand même poser quelques bases, d'une part, et d'autre part, je peux donner bien sûr mon opinion sur ce que moi je considère être du conseil, sans pour autant que ce soit une définition universelle. La définition qu'on trouve, c'est bien de s'en rappeler des fois, basiquement, si on va dans un dictionnaire, c'est un avis qui est donné à quelqu'un sur la manière d'agir, sur la conduite à tenir. D'accord? Le sous-jacent, c'est que 1, je suis en capacité de traiter la question, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet que je maîtrise. Alors donner un conseil sur quelque chose, que je maîtrise absolument pas, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, il y en a qui le font, mais enfin, c'est pas très, très efficace et je suis pas sûr qu'on puisse vraiment appeler ça un conseil. Et ensuite, ça implique, et c'est peut-être ça, qui est le plus souvent passé sous silence, quand on dit avis donné à quelqu'un sur la manière d'agir ou sur la conduite à tenir, ça veut dire que j'ai traité à la fois le problème de la personne qui me demande conseil, avec mon expérience et avec ma technicité et qu'en fonction de sa position, je lui dis ce que moi je ferais si j'étais à sa place. Alors, on peut plus ou moins définir, peut-être le conseil, comme ça. Une fois qu'on a dit ça, normalement, ça doit déjà un petit peu, compliquer la vie de tous ceux qui ont répondu qu'ils faisaient du conseil, hein, donc la grande majorité de ceux qui en faisaient. Parce que ça veut dire que ça ne consiste pas, hein, si on veut être un peu dans l'autre sens, ça ne consiste pas à répondre à une question posée, d'accord? Quand je vais, sur internet et que je cherche quelque chose et que je demande à Google ou à l'IA maintenant, normalement, je lui demande pas un conseil à Google. Je lui demande de répondre à une question. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau est pas en capacité de retenir, hem, tout ce qu'il y a à savoir sur tout. Donc je demande à Google de me dire, par exemple, quelle est la capitale du Danemark, parce que je m'en rappelle pas, voilà. Mais ça, c'est pas un conseil. Ça, j'ai posé une question avec une réponse claire. À chaque fois que donc on estime faire du conseil en répondant à la question du client, d'accord? Déjà, on franchit ce premier écueil qui est la question posée. La réponse à la question posée n'est pas, du conseil en soi, sauf si le client me dit: «Comment vous feriez vous?» Ce qu'il ne fait quasiment jamais. Le deuxième élément, c'est que le client, quand il pose une question, en réalité, ne pose pas la bonne question dans la mesure où il ne maîtrise pas l'ensemble du sujet. Hein, c'est ce que moi j'appelle la théorie du garagiste globalement. C'est-à-dire que quand vous allez dans un garage, c'est pas vous qui dites: «J'ai analysé le véhicule, voilà ce qu'il faut faire, est-ce que vous pouvez le faire?» Non. Vous dites: «J'ai un voyant qui est allumé, je vous donne les clés, la voiture est garée là-bas, je vous laisse me dire ce qu'elle a et ce qu'il convient de faire». En gros, quand le client nous pose une question, c'est un peu ce qu'il fait. J'ai un voyant allumé, bon, du coup, je vous pose une question, mais en fait, ne prenez pas la question pour argent comptant. C'est vous le professionnel, c'est à vous de déterminer ce qu'il y a et ce qu'il convient de faire. Voilà. Bon, pour pas aller trop loin en tout cas et pour pas passer trop de temps sur le conseil et ce que c'est, je dirais que déjà, on a ces deux premiers éléments à prendre en compte. Ça implique un engagement aussi, de l'expert comptable. C'est-à-dire pour pouvoir faire du conseil, il faut s'impliquer, hein, donner son avis, ça veut dire s'impliquer aussi, dans le conseil. Alors une fois qu'on a dit ça, les missions qui sont les plus atteignables pour les experts comptables, pour démarrer, dépendent beaucoup de leur façon de voir les choses, de leur organisation et de leur stratégie. Stratégie qui dépend de leurs objectifs personnels,
Cette stratégie peut faire qu'on peut très bien commencer à du conseil sur de l'organisation des entreprises, j'entends, de l'organisation, de la gestion financière ou même de la stratégie d'entreprise. On peut, bien entendu, faire des prévisionnels, des KPI, des montages juridiques, tout ce que vous voulez, à condition que derrière ça, on dissocie bien la production, d'accord? Donc ça, si je prends Fintesis, le fait de produire les chiffres et de les mettre à disposition du client, en soi, ce n'est pas du conseil. Je produis une donnée. Le conseil serait de dire, compte tenu de ces chiffres et de ce que vous me demandez de faire pour vous, je vous conseille de faire ça ou ça. Voilà, là, on commence à rentrer un peu dans le conseil. Et bien entendu, il y a un panel de conseils qui s'ouvre, qui est très large, donc de simplement le taux de marge, modalité d'achat, les embauches, à ce que vous voulez, jusqu'à la gestion de la retraite, de la prévoyance, l'optimisation de la rémunération, des montages juridiques ou du patrimoine. Voilà, donc c'est quand même très très large. OK, très bien. Écoute, parfait et en effet, pour rebondir, hein, sur ce que tu disais, nous, ça, on l'entend souvent, côté Fintesis, sur, les experts comptables qui veulent refacturer. En fait, il y a ceux qui refacturent l'outil, donc là, je pense aussi que c'est la mauvaise approche et les autres qui, refacturent, le temps passé. Alors, bon, ça peut être un peu de temps passé à la préparation des chiffres, mais surtout l'accompagnement et le conseil, qui est derrière et les moments d'échange, avec le client. Hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions à les publier dans le bloc questions. Mais du coup, on va rentrer encore plus dans le concret et on va parler donc de la bonne méthode pour développer ces missions de conseil maintenant qu'on les a définies. Et du coup, alors, on va commencer avec les principales étapes. Quelles sont les étapes que tu préconises, toi, pour commencer à développer ces missions de conseil pour un cabinet qui ne les aurait pas du tout, en tout cas peut-être qui en fait de manière un peu informelle, mais qui n'a pas développé d'offres de conseil? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on retrouvait, hein, c'est pour ça un petit peu qu'on a fait le sondage. Et très sincèrement, je m'attendais plus ou moins quand même à ce résultat, puisque c'est celui que je connais depuis des années. C'est-à-dire, une dissymétrie entre, ceux qui pensent, faire du conseil, alors qui en font, qui pensent, peu importe la question telle qu'elle a été posée en tout cas, et ceux qui ont une offre de conseil. Voilà. Et pour cause, puisque je fais que ça depuis de nombreuses années, je constate qu'énormément de cabinets d'expertise comptable n'ont basiquement pas d'offre de conseil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé, on peut faire un prévisionnel, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas d'offre concrète, de conseil, ou très peu. Donc, comment démarrer? Alors, je dirais que c'est un peu comme on le fait avec les clients dirigeants. On démarre avec: quels sont vos objectifs personnels? Parce que finalement, derrière un dirigeant comme derrière un expert comptable, il y a une personne physique, d'accord? Dont, le métier, le cas échéant, la société, vise à remplir ses objectifs personnels, d'accord? On ne vit pas heu, pour son entreprise, même si des fois on peut en douter, mais on ne vit pas pour son entreprise et d'ailleurs sur l'épitaphe de nos tombes ne sera pas marqué CJ, la SARL, d'Olivier Sanchez, hein. Bon donc si on veut, il faut se rappeler qu'on a une vie, voilà, des objectifs, que ce soit familiaux ou autres et que l'entreprise, c'est l'instrument de la stratégie, hein, pour, aller vers ces objectifs. Partant de là, le dirigeant, c'est la même chose. Donc l'expert comptable doit déjà se dire: quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je veux faire demain? Comment je veux travailler? D'accord? Une fois qu'il a déterminé ça, ça va lui permettre de savoir si on va être dans le conseil un peu plus poussé, un peu moins poussé. Moi, par exemple, très clairement et dès le début, j'ai considéré que compte tenu de mes objectifs et de la façon de travailler que je voulais, il était clair que je ne voulais faire que du conseil global, c'est-à-dire qui englobait à peu près tout ce qui peut concerner le dirigeant. Et non pas simplement du conseil sur, les tableaux de bord, les prévisionnels ou ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai mis en place une stratégie qui allait avec. Et le premier élément, pour être très concret, qui est indispensable, c'est l'écoute. En réalité, les experts comptables n'écoutent pas, alors il n'y a pas que les experts comptables, mais enfin là aujourd'hui, c'est bien de nous dont on parle. Les experts comptables n'écoutent pas leurs clients, ne savent pas écouter, viennent en fait, hein, c'est un peu comme une fameuse conversation télévisée, donc vous venez avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Bah, en gros, c'est un petit peu ça, hein, donc en gros, les clients posent des questions qu'on écoute
pas vraiment, dont on pense que c'est la bonne question, et je viens d'expliquer qu'en fait, c'est pas la bonne. Et on ne détermine pas quel est le vrai besoin du client. Et en fonction d'un espèce de jeu de cartes à notre disposition, hein, donc je monte une holding, enfin, en gros, on a appris à l'école un certain nombre de choses, qui peuvent fonctionner. Bon, bah, je sors mon jeu de cartes et je dis: «Bon, toi, tu me poses cette question, on me l'a déjà posée 200 fois, la réponse, c'est ça». Voilà, et en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel qui est l'écoute des objectifs réels et donc des besoins du client. Ça, c'est vraiment la première étape. On le reverra tout à l'heure, mais nous, on forme les experts comptables à l'écoute. Généralement, c'est très simple, quand ils viennent au début, ils pensent tous très bien écouter. Au bout de quelques séances, ils se rendent compte qu'ils écoutent rien ou pas grand-chose. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, hein, attention, je généralise un petit peu, mais globalement, on n'écoute vraiment pas le client. Or, il nous dit plein de choses pour pouvoir le conseiller. Bon, une fois qu'on a dit que, on écoutait le client, une fois qu'on y arrive, une fois qu'on est vraiment dans j'entends ce qu'il me dit et aussi ce qu'il ne me dit pas, que j'ai mis en place ma stratégie en fonction de mes objectifs, là, on peut commencer à parler, par exemple, de cibler un portefeuille client. Alors, je sais ce que je veux obtenir, je suis capable d'écouter mes clients. Bon, ben, allons voir déjà ce qui est à ma disposition. Et là, évidemment, j'aurai ceux qui n'ont pas de clients, hein, qui viennent de démarrer depuis peu, et ceux qui ont déjà un portefeuille voilà, de clients d'expertise comptable sur lequel ils peuvent s'appuyer. Pour cela, il va falloir, en fonction de la stratégie à mettre en place, cibler les clients qui correspondent à ce qu'on veut faire. Donc, si on veut faire du conseil à très haute valeur ajoutée, global, intégrant de la gestion retraite, prévoyance, patrimoine, etc., de l'optimisation de la rémunération, on va mettre en place une offre qui correspond, d'accord? Et donc, cibler dans le portefeuille ceux qui sont susceptibles de correspondre à cette offre. De la même manière que si finalement je veux, alors me cantonner, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas rester dans un premier temps ou définitivement dans un premier volet autour des tableaux de bord, des KPI, de la stratégie, bon bref, eh ben, je vais cibler et c'est pas forcément les mêmes, d'accord? Par exemple, on a, dans les dirigeants, on a 2 gros formats. En gros, ceux qui sont indépendants et qui veulent le rester, pour faire, simple, et ceux qui sont entrepreneurs, et qui, donc sont dans un format où ils utilisent tous les actifs de l'entreprise. Un indépendant, c'est quelqu'un qui n'utilise que lui-même finalement, hein, c'est un freelance quasiment. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va utiliser à la fois une marque, une méthode, des salariés, des actifs quoi, hein, tout simplement. Et évidemment, en termes de conseils, on n'est pas du tout dans la même branche. Donc si vous avez que des BNC, par exemple, soit il faut changer de clientèle, soit il faut se cibler sur ce qui va intéresser les BNC. Voilà, mais ça dépend de ce qu'on a vu avant, objectif et stratégie. Très bien, et donc si je comprends bien, la phase d'écoute, ça te permet, et d'échange avec le client, ça te permet de bien le connaître et d'identifier son besoin, et c'est ça après qui va te permettre de mieux segmenter, ton portefeuille client, et ensuite de savoir à quel client tu proposes, quelle offre. Hem, c'est intéressant, et Exactement. ça tu le fais pas du tout, tu peux pas du tout le faire via des indicateurs, enfin, je veux dire via de la donnée, pour toi, c'est pas suffisant? Je veux dire d'avoir des indicateurs en disant, ben, lui, il est dans telle, structure juridique, lui, il a, tant de trésor, il a telle croissance, et de le faire en fonction de statistiques plutôt que d'échanges. Pour toi, il faut concilier les 2 et c'est pas suffisant? Alors, en fait, pour résumer, là aussi parce que le temps est compté, pour résumer, la matière première de la production comptable, c'est des documents, enfin, globalement, c'est des documents, d'accord? C'est des factures, c'est bon. La matière première du conseil, c'est le dirigeant. À partir de là, une fois qu'on a compris cette différence considérable, évidemment, j'ai besoin de données. La plateforme Atomit, Fintesis sont des outils qui permettent d'avoir des données, parce que sans données, évidemment, on ne va pas faire grand-chose. Mais ces données, elles sont au service du conseil, elles ne sont pas l'élément central, du conseil. Par exemple, je pourrais très bien faire du conseil sans avoir de données, j'y arriverai, mais en connaissant très bien mon client. Par contre, je ne peux absolument pas faire de conseil correctement à mon client en ayant toutes les données, mais sans le connaître. Mmh. D'ailleurs, tous les experts comptables vantent la proximité, la relation avec le client, et cetera, et on a un taux de confiance des clients qui est considérable, hein. Mmh.
Et justement, ça, c'était mon point. Tu parles donc d'échanger, de discuter avec les clients. À quel moment, en fait, j'échange avec mon client? Parce que, pour beaucoup d'experts comptables, ils leur parlent, 1 fois dans l'année au moment du rendez-vous bilan. Comment faire? Alors, est-ce que c'est le moment où je leur parle et donc je dois capitaliser dessus pour mieux les connaître? Ou est-ce qu'il y a des manières de faire pour plus leur parler en cours d'année? Comment là-dessus, il faut s'y prendre? Alors, il y a une chose, il n'y a pas de règle, fixe parce que ça va dépendre beaucoup de la personne de l'expert comptable, d'accord? Donc comme il s'agit de relations humaines, c'est extrêmement difficile, de donner une méthode qui serait utilisable par tout le monde, d'accord? Thomas, moi, et tous ceux qui sont dans cette, réunion, on a un mode de fonctionnement différent, des sensibilités différentes, des choses, des a priori aussi différents et donc on ne va pas pouvoir fonctionner pareil. Donc je ne peux pas avoir une trame précise. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il faut se mettre à la place d'un dirigeant qui vient pour une présentation de bilan, par exemple, d'accord? Donc si on lui fait correctement sa présentation de bilan, ce qui n'implique pas qu'il n'y a pas un peu de conseil dans la présentation de bilan, mais en tout cas, si on lui fait correctement sa présentation de bilan, ça peut durer entre 1 heure et demie, des fois même un peu plus pour ceux qui sont bavards. Bon, et quand vous avez fait 1 heure et demie sur des comptes, principalement sur des sujets économiques, financiers, peut-être un peu stratégiques, mais d'entreprise, c'est quasiment impossible de reprendre 1 heure de, de place mentale, d'accord, pour faire du conseil, pour écouter. C'est pas possible d'ailleurs des 2 côtés. C'est-à-dire le client ne va pas être, en capacité de vous donner les informations nécessaires et nous, on va pas être en capacité de l'écouter parce que ça fait 1 heure et demie qu'on lui explique des trucs de compta, et qu'on a plus voilà, on a besoin de couper. Donc chaque fois qu'on pense qu'on peut faire du conseil sur la base du bilan, c'est une erreur quasiment tout le temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, lui expliquer à ce moment-là que, bah, le sujet, vous le voyez bien, le sujet, ça n'est pas que la compta, d'accord? Il y a beaucoup d'autres choses derrière et là, prendre un rendez-vous pour une autre fois, pour lui proposer une mission de conseil. Mais mélanger les 2, ça ne fonctionne pas. Toi, tu préconises un rendez-vous dédié? Alors oui, malgré que la mission de conseil, je le dis tout le temps, n'est pas une mission à part, c'est-à-dire c'est pas une Mmh. mission annexe, hein, moi j'utilise des cercles, donc en gros je dis: «Il y a le cercle de la compta, il y a le cercle juridique et social qui sont les missions, on va dire, très liées à la compta» et l'erreur quasiment commise à chaque fois, c'est de considérer que le conseil, c'est un cercle supplémentaire. Non, le conseil en fait, il est partout derrière ces 3 cercles. Donc Mmh. c'est important de le mettre partout, et notamment dans l'organisation. Par contre, c'est impossible de le mélanger. On ne peut pas faire, une présentation de bilan, des chiffres, des lignes, des choses très carrées et ensuite parler de: «Alors, quels sont vos objectifs dans la vie, cher monsieur?» Ça ne fonctionne Mmh. pas. OK, très bien. Donc, maintenant, imaginons que j'ai échangé, avec mon client, j'ai identifié ses besoins, donc via des rendez-vous, en parallèle du rendez-vous bilan, que j'ai segmenté, mon portefeuille, client. Je sais, qu'est-ce que je peux proposer comme accompagnement, à qui. Maintenant, comment je construis mon modèle économique, et à quel prix? Et c'est notamment là une question qu'on a eue d'Anthony. Comment Ouais. faire, voilà, pour, construire son modèle économique, des missions de conseil? Alors, il y a 2 sujets très importants, dans, cette partie-là. Un, hem, on cherche à remplacer, un système de facturation, un modèle économique de production comptable qui est en honoraires récurrents, d'accord? Avec des missions récurrentes qui se poursuivent par tacite reconduction. L'idée, pour nous, compte tenu du fait que c'est le conseil, c'est des missions à long terme, c'est-à-dire faire du conseil à l'instant T, c'est ça peut se faire, mais c'est pas ce qu'on propose essentiellement parce que ça c'est pas de l'accompagnement. En gros, vous avez un sujet précis, je traite le sujet précis. Là, on parle d'accompagnement à beaucoup plus long terme pour les dirigeants et donc l'idée, c'est de passer sur un système de facturation récurrente. Donc ce qu'on propose avec Atom 8, c'est de basculer sur un modèle de facturation d'accompagnement qui est récurrent tous les mois comme pour la comptabilité pour la plupart, des clients. Ensuite, en termes de prix, puisqu'en fait, c'est souvent une question posée, Mmh. par les clients, voire même un obstacle, pour pas dire une objection, au fait de basculer dans un mode conseil. C'est de dire: «Mais moi, je ne sais pas vendre, je ne suis pas commercial, je suis incapable de valoriser mes missions» et cetera. Alors, on a évidemment une méthode pour, contourner l'écueil, si je puis dire, qui en vrai n'existe pas.
Parce qu'aujourd'hui, il existe, tu disais tout à l'heure sur la facturation de l'outil, par exemple Fintesis. En fait, aujourd'hui, l'obstacle du prix existe parce qu'on s'échine à vendre quelque chose qui n'a rien, enfin, qui n'est pas à vendre, qui ne devrait pas être à vendre, qui n'apporte pas la valeur ajoutée espérée par le client en lui-même. Hein, j'entends par là que ce soit d'ailleurs Atomit ou Fintesis, dire au client, je vous mets à disposition Atomit ou Fintesis, OK, mais moi, en fait, si j'en fais quelque chose, sinon quelle est la valeur ajoutée? Bon, donc c'est extrêmement important de se dire que c'est pas une vente, le conseil, c'est le client qui va l'acheter. Parce qu'en fait, il attend que ça et c'est peut-être le problème, la dissymétrie énorme qu'on a avec les experts comptables, c'est que d'un côté, les experts comptables se disent: «Non, mais mon client voudra pas payer, j'ai déjà du mal à lui faire payer 200 € pour la compta, donc il paiera jamais, plus pour du conseil». Et de l'autre côté, les dirigeants qui, en fait, disent: «Non, mais de toute façon, on n'a pas de conseil, donc c'est sûr qu'il y a pas de valeur, donc je ne vais pas payer puisque j'en ai pas». Maintenant, quand on propose quelque chose qui a de la valeur au dirigeant, d'accord? Qui lui fait économiser de l'argent, qui l'envoie vers ses objectifs, qui lui permet d'être rassuré, sur, ce qu'il fait dans tous ses projets, je vous assure qu'en fait, il y a rien à vendre. C'est le client qui achète. Parce qu'il y a une valeur ajoutée et que la plupart des clients, il y a toujours des exceptions, mais la plupart des clients sont capables de comprendre qu'ils achètent quelque chose qui va leur faire gagner beaucoup plus. Voilà. Donc, le prix, c'est rarement un problème. Pour répondre rapidement à la question d'Anthony, globalement, dans l'émission en tout cas d'Atomit, ça va de 300 € par mois, d'accord, jusqu'à, il n'y a pas vraiment de plafond. On a un client à plusieurs milliers d'euros par mois, mais globalement, on va dire que l'essentiel des troupes est entre 300 et 800 € par mois, voilà, pour des missions Et d'accompagnement complètes. et si je comprends bien, donc toi, c'est un forfait mensuel et après ça peut être de l'accompagnement sur, divers sujets, il peut te solliciter, sur ce qu'il veut, mais est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont quand même définis à l'avance, tous les mois? Heu, Alors, on n'a pas de rendez-vous défini à l'avance tous les mois. Par contre, on enclenche, nous, les rendez-vous régulièrement avec le client par rapport à des choses qu'on vient de faire, des choses qu'on lui a préconisées qu'il faut mettre en œuvre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi par rapport au client qui a des questions à poser. Une fois qu'il a compris qu'on l'accompagnait, qu'il était dans un cadre précis, qu'il pouvait poser ses questions et il n'y a pas de compteur par rapport aux questions qui sont posées, hein, donc on ne lui facture pas un supplément parce qu'il nous a posé 10 questions. Du coup, se noue une relation complètement différente où en fait on est en lien très souvent. Et pour c répondre vite fait à Anthony, mmh, oui, ça n'est que, puisque j'ai quasiment que ça, que sur des TPE. parfait. Et ouais, OK, OK et on reviendra, en effet sur, la méthode. J'avance un petit peu et puis je répondrai, enfin on répondra à toutes les questions, juste après, et par rapport à ça, quels sont les écueils, toi et les erreurs que tu rencontres, le plus souvent de cabinets qui ont essayé de développer ça, mais qui s'y sont mal pris? Alors, 2 erreurs, principales pour, accélérer un petit peu. Un, celle de considérer cette histoire de cercle et donc de créer une structure patrimoniale, par exemple, ou de conseil à part. Très souvent, on fait d'ailleurs un amalgame qui n'existe pas entre le patrimoine et le conseil. Hem Et on crée une structure à part, quelqu'un au bout du couloir comme je l'appelle, d'accord? Et quand il y a un sujet de conseil, en gros, on dit au client: Allez voir Thomas au fond du couloir, il va s'occuper de vous». Ça, c'est la première erreur puisque comme je l'ai dit, le conseil est partout. Donc il n'est pas au fond du couloir isolé, annexé. Et la Mmh. deuxième, qui est peut-être plus notre sujet encore aujourd'hui, c'est aucune organisation, en fait. Je ne mets pas en place d'organisation, j'achète des outils, je fais des formations, énormément d'experts comptables font des formations, notamment en gestion de patrimoine, et n'en font rien du tout. Heu, Évidemment, parce que si j'ai pas d'organisation, il ne se passera rien. Pas d'organisation, pas d'écoute, pas d'offre, comme on l'a vu dans le sondage, il se passera quasiment rien. Ouais, c'est vrai que ça, on le remarque aussi beaucoup, quand, des cabinets implémentent Fintesis. On voit une grosse différence entre ceux qui ont une cellule en interne qui est chargée du déploiement, du suivi de la prise en main et ceux qui se disent que juste de prendre l'outil, ça va faire que les missions se développent automatiquement. Hem, donc parfait pour ça. J'avance sur, les ressources, nécessaires. Hem
justement, on parlait de la capacité aussi. Alors, il y a l'expert comptable, mais il y a aussi les collaborateurs qui doivent pouvoir proposer et aider en tout cas pour proposer ce type de mission. En termes de recrutement, toi, quels sont les conseils que tu donnerais? Est-ce que un cabinet peut faire avec ses collaborateurs en le formant? Est-ce que tu préconises d'avoir des ressources qui ont des cursus différents? Comment tu le vois? Alors, là aussi, tout ce qu'on vient de dire, je le redis pas, hein, donc il faut prendre en compte, notamment la question de l'objectif, du cabinet et cetera, de sa stratégie. Maintenant, en termes de recrutement, c'est relativement simple. Le conseil global aux dirigeants se fait, sur la base, on va dire, de l'image d'un orchestre philharmonique, d'accord? Il y a des musiciens, un chef d'orchestre, OK? Donc déjà, et on a besoin des 2. Un chef d'orchestre pour plusieurs musiciens, c'est comme l'orchestre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut, savoir par où on commence, d'accord? Quel musicien il faut que j'embauche et qui fait chef d'orchestre? En général, le chef d'orchestre, ça devrait être l'expert comptable. C'est lui le mieux placé, c'est en général celui qui le fait. Donc si j'embauche des gens, c'est plutôt dans un tube, dans un silo, c'est-à-dire un musicien, violoniste, clarinettiste, peu importe. J'embauche un musicien. La question, c'est en fonction de ma stratégie, du ciblage de mes clients, quel est le premier technicien finalement que j'embauche, sachant que je fais chef d'orchestre. Ça, c'est la première chose. Donc il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de la stratégie. Ensuite, il ne comme je l'ai dit, on ne met pas Thomas au fond du couloir. Donc, il est hors de question de penser que j'embauche quelqu'un qui va s'occuper du conseil. Ça ne fonctionne pas. Le conseil est partout et a fortiori chez l'expert comptable. Quoi qu'il en soit, en tout cas, la partie la plus importante, c'est d'avoir des profils qui sont capables d'écouter. Donc, on peut avoir dans nos collaborateurs des gens qui ne sont pas forcément techniciens d'une matière, à part la compta, j'entends, de retraite, de prévoyance, de fiscalité, et cetera, mais qui savent écouter. Il y en a quelques-uns. Ceux-là, il faut s'appuyer dessus, à la fois pour soulever des missions et des sujets, d'accord? C'est-à-dire, j'ai échangé avec le client, j'ai un petit peu, une idée de ce dont il a besoin, même si c'est pas lui qui fait, et éventuellement en transformer quelques-uns en techniciens, mais ça, j'y crois quand même beaucoup moins. On a, dans nos effectifs des gens qui ont fait des études de compta pour faire de la compta. Voilà, donc leur dire demain: «Vous allez faire autre chose», ça fonctionnera, mais peut-être pour 10 et pas plus, les autres non. Voilà. Donc profil Ouais. d'embauche en fonction de la stratégie, plutôt écoute et ensuite, si possible, technicien dans un silo raccroché au chef d'orchestre. D'accord, donc si je comprends bien, ça veut dire que là, dans un cabinet, j'ai, mes collaborateurs qui ont un profil comptable. Déjà, eux sont, enfin, s'ils ont le profil pour écouter, ils peuvent déjà identifier des besoins auprès des clients et ensuite, c'est pas Absolument. forcément eux qui, fournissent le conseil. Mais ça peut être soit l'expert comptable en direct, soit des profils, intermédiaires qui sont, spécialisés sur ces sujets. En relation avec l'expert comptable qui fera chef d'orchestre, oui. OK. Très bien. J'en profite pour prendre, une question, de François. Compte tenu de l'intensité relationnelle liée à une mission de conseil, y a-t-il un maximum de missions qui peuvent être acceptées par une personne par mois? Comment gérer cet aspect de saturation de la charge mentale du conseiller? Parce qu'en effet, si tu proposes, un forfait, mettons, 300 € par mois, alors c'est bien parce que ça incite, le client à poser toutes les questions qu'il veut. Comment gérer, si c'est le sens de la question, le surplus, enfin le fait qu'il y ait trop de sollicitations par le client? Alors, si c'est du côté conseiller, on est d'accord. En fait, ça c'est, c'est un mirage. En fait, bizarrement, les experts comptables sont tellement habitués, formés, enfin bref, on est dans un cadre tellement habituel qu'ils pensent que les clients vont les sursolliciter. D'accord? Parce qu'ils ont l'habitude pour la compta de comment ça fonctionne. C'est pas le cas. Une fois qu'on est rentré dans une mission de conseil et que le client a compris comment ça fonctionnait, il sursollicite pas du tout. C'est pas, les statistiques sont très claires là-dessus. Et les quelques-uns, parce qu'il y en a quand même toujours quelques-uns qui sursollicitent un petit peu, c'est pas trop difficile de les recadrer, mais ça relève d'un autre problème, c'est que quand on veut faire du conseil, je l'ai dit tout à l'heure, quel est le premier sujet? Ouais, la première objection est donc le premier sujet, j'ai pas le temps. Si vous voulez faire du conseil, il faut du temps. Ça ne se fait ni le vendredi après-midi, ni sur un coin de table, ni après avoir fait, un bilan et être crevé. Le conseil, c'est une activité quasi à part, hein, si on parle du conseiller, c'est une activité à part,
qui nécessitent un temps dédié. Voilà. Et donc, les clients ne sursollicitent pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'ils savent qu'on s'occupe d'eux, donc ils n'ont pas besoin de sursolliciter. Et deux, en pratique, il faut le temps pour. Donc, si on a le temps, on n'a pas de souci. Et donc, bon, ça, on pourrait faire un webinaire dédié sur le sujet, mais comment on se libère du temps aussi pour en passer plus sur le conseil? Et ça, j'imagine que c'est lié à soit l'automatisation des missions de production, soit même parfois pour Alors, certains de c'est de sous-traiter. l'organisation, en fait, hein. Après, j'ai envie de dire, automatisation, sous-traitance ou autre, ça, c'est des modalités pratiques. Mais le premier écueil, c'est déjà d'avoir une organisation où on libère du temps. Là, quasiment tous ceux qui veulent faire du conseil veulent le faire sans changer leur mode de production. Il ne se Mm. passera rien. Alors justement, j'enchaîne avec les 3 points qui suivent. Qu'est-ce que tu recommanderais alors en termes d'organisation interne du cabinet? Est-ce qu'il y a une organisation type, que ce soit en termes de ressources ou même en termes de missions qu'on va pouvoir proposer, notamment la part production conseil? En termes d'outils aussi, est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Et puis, est-ce que aussi en termes d'accompagnement, de ce que tu vois, est-ce qu'il y a des cabinets qui arrivent tout seuls? Est-ce que tu préconises un accompagnement particulier? Alors, en termes d'organisation, en tout cas, il faut déjà en avoir une. Et c'est pas la moindre des choses, c'est-à-dire avoir une vraie organisation de gestion de la production de conseils. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place une offre de conseil, que je l'ai vendue ou que le client l'a achetée, encore faut-il qu'elle soit en place, l'organisation, et pas simplement sur le papier ou sur le site internet. Donc, je vais vous donner en gros l'organisation maximum, qui est globalement la mienne. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin, et je connais personne qui d'ailleurs est allé plus loin. Et l'organisation minimum. Comme ça, entre les deux, on a à peu près tout ce qu'il peut y avoir. Donc, l'organisation maximum repose sur tous les pans qui occupent le dirigeant. Patrimoine, retraite, prévoyance, droit des sociétés, fiscalité d'entreprise, fiscalité personnelle. On va s'arrêter là, mais c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que si je veux faire vraiment du conseil global, en gros, il faut que j'ai une équipe de musiciens capables de gérer tous ces silos. Et à l'intérieur, il y a des sous-silos, si je peux dire ça comme ça, puisque par exemple, dans la gestion de patrimoine, vous avez la gestion des supports financiers, la gestion de l'immobilier, la gestion des successions et des régimes matrimoniaux qui ne sont pas du tout les mêmes sujets. Généralement, un gestionnaire de patrimoine qui est très bon sur les régimes matrimoniaux et les successions n'est pas forcément très bon sur les supports financiers. Chaque partie est vraiment techniquement très complexe. Donc ça, c'est l'organisation avec en fait des techniciens. Quelqu'un qui gère la data, d'accord, puisqu'il faut alimenter tous ces techniciens de la data. Donc, tout ce qui va être évidemment ce que nous on appellerait un peu le dossier permanent, les statuts, la fiscalité personnelle, l'impôt sur le revenu, etc. Et il faut quelqu'un capable de faire chef d'orchestre. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est l'organisation type qu'on a. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est quasi une dizaine organisés comme ça que sur le conseil. Donc, là, je ne parle pas du cabinet expertise comptable, même si les deux travaillent ensemble. Évidemment, quand on est, par exemple, tout seul, on ne va pas avoir toute cette organisation-là. Donc, la question principale, en général, quand on est tout seul, c'est au moins d'être chef d'orchestre. C'est-à-dire d'apprendre à être chef d'orchestre, à coordonner et de travailler soit avec des partenaires, soit avec des sous-traitants, avec des musiciens qui ne sont pas les miens, mais quand même, c'est moi qui dirige. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible, même pour ceux qui s'installent, même pour des petits cabinets, d'apprendre à être chef d'orchestre. Et pardon, petite parenthèse là-dessus, il n'y a pas un risque de perdre la relation avec le client si tu travailles avec des partenaires sur ces sujets-là et que tu les renvoies vers d'autres personnes? Alors là aussi, c'est généralement la crainte des experts comptables et notamment des plus jeunes qui se sont installés. Si je fais correctement mon travail de chef d'orchestre, je vous assure que le client, il ne va pas s'en aller ailleurs. Ça, c'est acquis. C'est extrêmement rare de perdre un dossier quand on fait son travail en tant que chef d'orchestre. Et deux, évidemment, dans les partenariats ou la sous-traitance que je mets en route, il faut tout de suite poser les bonnes bases avec les sous-traitants ou les partenaires en disant attention, par contre, le client, c'est le mien et ce ne sera pas autrement. Je vous fais travailler pour un sujet et non pas pour le reprendre. Voilà. C'est ce qu'on fait nous, par exemple, quand on travaille en sous-traitance pour les cabinets.
Très bien. Et sur, les outils, est-ce que là aussi tu avais des Alors, conseils, comment sur les s'équiper? outils, on va pas aller trop loin. Il y a les outils servent à produire. Donc en fait, une fois qu'on a vendu la mission, selon ce qu'on a vendu, il faut les outils qui correspondent. Si je fais que des tableaux de bord, c'est pas la peine de prendre un logiciel de gestion de patrimoine. Si je fais des tableaux de bord, je prends Fintesis. Je le dis parce qu'on est là, mais surtout parce que je l'utilise moi-même, hein, dans tous mes dossiers. Je prends Fintesis et ça ira très bien. Voilà. Mais c'est un outil qui va servir ma stratégie. Si je fais des missions patrimoniales, il me faudra un outil de gestion de patrimoine parce que je peux tout faire à la main, c'est impossible, et qu'il faut quand même qu'il y ait une relation entre le prix vendu, la rentabilité, et cetera. Donc le sujet des outils, en fait, c'est quasi le plus facile et quasiment le moins important. C'est-à-dire une fois que j'ai Mmh. tout mis en place, que j'ai toute la stratégie, je choisis les outils qui vont avec, pour pouvoir, appliquer. Voilà. Très bien. Je prends aussi, une question, au passage de Timothée. Est-ce que le forfait conseil, tu le séparerais du forfait, production comptable fiscale ou est-ce que tu mets, tout dans le même, panier? Non, il est séparé. Chez moi, il est séparé, en tout cas, c'est ce qu'on propose avec Atom 8 et dans notre méthode. Il est séparé pour justement éviter de faire l'amalgame. On a essayé les 2, hein, parce qu'en fin de compte, si je suis là aussi, c'est parce que ça fait 17 ans que je le fais, que je prends des murs, que je teste des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Le mettre dans la compta, c'est, laisser penser au client que c'est avec, que tout est inclus et on mélange tout et on ne retrouve plus la valeur ajoutée du conseil. Donc nous, on la met vraiment à part. Très bien. Une question aussi de Romuald, heu, quelle est la différence entre l'obligation de conseil issue de la déontologie, et le conseil global aux dirigeants? Je veux dire un client ne pourrait pas dire: «Mais c'est votre, devoir en fait de me conseiller, donc je veux pas que vous me facturiez pour ça». Comment tu Alors mets la limite? techniquement, c'est à peu près la différence entre une goutte d'eau et l'océan. C'est-à-dire que globalement, le devoir de conseil est quand même extrêmement limité. C'est un truc qui inquiète souvent les plus jeunes, hein, ceux qui démarrent. En réalité, en pratique, c'est quand même extrêmement limité. Le devoir de conseil, implique que dans ma mission de production comptable, je tombe, ou sociale ou juridique, je tombe sur un élément, si gros que je ne peux pas m'exonérer de dire au client: «Vous avez un problème». Voilà. Ça, c'est pas du conseil, ça s'appelle obligation de conseil, mais c'est pas du conseil. C'est juste de l'avertissement de: «Attention, il y a un truc qui va pas dans votre dossier». Là, quand on parle de conseil et d'accompagnement global, c'est tout ce qu'on vient de se raconter, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas du tout d'un risque déontologique, de se couvrir, évidemment. Je ne fais pas du conseil pour vous dire c'est vous qui avez choisi, moi je suis responsable de rien. Je fais du conseil pour m'engager à vos côtés, pour vous accompagner. Donc ça porte un bout de même nom, mais ça n'a rien à voir. Très bien, très clair. Parfait. Je vais enchaîner avec, la dernière slide et après on prendra les dernières questions parce que le temps est vite passé. En tout cas, c'était très intéressant. Alors comment, nous, c'est des questions, hein, qu'on reçoit notamment des clients Fintesis. Comment réussir à bien vendre et bien, valoriser ses missions? Ça t'en a un petit peu parlé et ça va avec comment parce qu'il y a l'aspect aussi communication. Comment, parce qu'une fois que j'ai identifié, j'ai segmenté, mon portefeuille client, comment, je les, tiens au courant qu'il y a cette offre? Comment, je leur donne envie? Et comment je suis visible et comment communiquer efficacement sur, cette nouvelle offre? Alors, comme, mettre en place les missions de conseil, enfin, en tout cas, je ne peux pas dire autre chose. Ça prend du temps, ça se fait pas en 3 minutes, ça se fait pas en allant au congrès, en achetant un outil. Tout ça prend du temps, réfléchir à sa stratégie, ses objectifs, et cetera, et à l'installer. Savoir écouter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce qu'on propose, dans ce cadre-là, c'est d'accompagner les experts comptables, hein, avec une méthode, qui permet, de passer tous les caps. En gros, il y en a 4 qu'on qu'on met en avant auprès des experts comptables, qui vont être l'écoute active, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, déjà, sachez écouter. Si vous ne savez pas écouter, il ne se passera rien. 2, mettez en place une méthode. Là, ça inclut notamment le fait d'avoir une offre. Si vous n'avez pas d'offre, hein, il ne se passera rien du tout. Mais il faut avoir une méthode qui va, de l'offre jusqu'à comment je vais la, produire. Ensuite, il faut savoir valoriser. Dans la valorisation, il y a globalement 3 aspects. La valorisation financière, combien ça se vend, ça c'est presque le sujet le plus facile. La valorisation des équipes,
C'est important aujourd'hui dans les contextes de cabinet que tout le monde soit embarqué dans cette vision du conseil et pas simplement Thomas au fond du couloir, d'accord? C'est pas lui il fait du conseil puis nous on fait de la production. Non, non, tout le monde accompagne le dirigeant, chacun amène sa pierre à l'édifice. Et ensuite, la valorisation du cabinet et de l'image du cabinet, parce que finalement, les clients qui vont venir sur la base du fait que je fais du conseil pour un autre, et cetera, vont quand même venir demander de la compta, parce qu'aujourd'hui, on en est encore quand même dans ce cadre-là, on n'est pas aux États-Unis, mais vont demander de la compta en se disant: «Vous pourrez faire du conseil et ça m'intéresse». Voilà. Donc c'est vraiment sous ce schéma-là d'organisation, que ça peut fonctionner. Ça prend du temps, on fait des sessions, on a mis en place une routine, hein, qui comprend 40 heures de formation pour arriver justement à mettre tout ça en place. Si ces 40 heures et au bout de 40 heures, on n'est pas forcément au bout. Si ces 40 heures, sont nécessaires, c'est pas pour rien. Par contre, au bout des 40 heures, on a bien la capacité d'écoute, une méthode et une offre, la capacité de valoriser le prix, l'équipe, le cabinet et le sens de la transversalité. Ça, c'est l'aspect chef d'orchestre pour, avoir comme obsession les objectifs du client. OK, parfait. Très bien. Alors je vais peut-être, prendre là, je regardais, sur les questions. Alors oui, il y avait aussi l'aspect, est-ce que tu penses que des cabinets peuvent, y arriver tout seuls à assurer cette transition? Ou est-ce que d'après toi, ça nécessite un accompagnement sur le sujet? Alors ça nécessite un accompagnement, ça c'est sûr, hein, c'est pas moi qui dirais le contraire. Par contre, tous les cabinets peuvent y arriver, simplement, il faut se positionner en fonction de son cabinet, hein, donc en fonction de tout ce qu'on vient de dire. Les plus gros, en général, vont internaliser, embaucher, former, et cetera. Les plus petits, voire ceux qui sont tout seuls, vont sous-traiter et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on sous-traite les missions de conseil. Il y a beaucoup de petits, d'experts comptables en tout cas, qui travaillent ou tout seuls ou avec peu de collaborateurs. On les forme, via les routines à être quand même chefs d'orchestre, mais pour ce qui est de la réalisation de la mission de conseil, eh bien, ils nous sous-traitent. Les plus gros cabinets, eux, se forment et une fois qu'ils sont formés et qu'ils ont bien intégré la méthode, internalisent, c'est-à-dire embauchent des gens et le mettent en place, en interne, mais c'est possible pour tout le monde. OK, très bien. Et ben écoute, 57, il nous reste 3 minutes. Je te propose qu'on prenne, là les questions qui sont tombées. Alors je vais essayer de les prendre, dans l'ordre. Alors il y a des questions très, spécifiques. Est-ce que tu conseilles un outil de gestion de patrimoine, par exemple? Je sais pas si tu as là-dessus Si des si si on décide, encore une fois, en fonction des objectifs, la stratégie et cetera, de faire une partie qui concerne la gestion de patrimoine et je redis que le conseil aux dirigeants, ça n'est pas, la gestion de patrimoine. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas dedans, mais ça n'est pas la gestion de patrimoine. Or, c'est un peu l'écueil, régulier. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on veut faire de la gestion de patrimoine, moi j'utilise, le logiciel le plus classique du marché qui est Big Expert, sans que j'en sois parfaitement satisfait parce qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut, faire en conseil, mais il nous simplifie au moins la vie dans les aspects de calcul. Toujours ça de fait. OK. Une autre question, est-ce que tu peux illustrer, par exemple avec un courtier, alors en prêt et retraite, comment tu gères tes zonos? Est-ce qu'il y a une com qui est prise? Ça, j'imagine que c'est dans le cas où tu passes par un sous-traitant, où tu dispenses pas le Alors mission de conseil toi-même. Est-ce que tu as des systèmes où tu peux, si avoir une tu com dessus? si tu sous-traites à un courtier, par exemple, pour la mission de prévoyance ou de retraite, d'accord? Bon, indépendamment du fait qu'il faut analyser ce que le courtier est capable de faire, mais on va passer là-dessus. On fera peut-être un webinaire. Si tu choisis un courtier pour, cette partie prévoyance et retraite, alors, en fait, il faut bien distinguer la mission de conseil qui consiste à auditer, analyser, proposer des préconisations et la question de la vente du contrat. D'accord? C'est 2 choses distinctes. Nous, par exemple, dans les missions de conseil, on vend rien. On est indépendant, on est payé pour. Maintenant, c'est un que ce soit un courtier, un avocat ou peu importe, c'est une question de partenariat qu'on met en place dès le début en disant: «Voilà, moi je vends les missions», ça c'est l'expert comptable qui doit les vendre. «Moi je vends les missions, c'est mécanisé comme ça vaut tant. On va se mettre d'accord sur le fait que toi tu fais telle et telle partie et que pour ça je te paierai tant». Ça peut être un pourcentage du prix de vente, ça peut être un montant fixe, il y a plusieurs méthodes. En tout cas, ça, c'est dès le début et ça n'a rien à voir avec une commission sur le contrat. Très bien. Parce que parfois, il y en aura pas d'ailleurs de contrat. Mmh.
Alors, il y avait une question d'Aurélien, alors, à laquelle je pense qu'on a déjà répondu, mais ça permet de synthétiser. Pensez-vous que le conseil doit être réalisé uniquement par l'expert comptable ou par des collaborateurs formés, hein? On a dit, si je résume bien, qu'il y a les collaborateurs qu'on peut former déjà à l'écoute active pour identifier certains besoins. Après, il y a des collaborateurs qu'on peut peut-être former sur des compétences spécifiques et qu'ensuite on peut avoir en interne des spécialistes sur des sujets qui font l'intermédiaire entre le collaborateur et l'expert comptable. Et ensuite, bien sûr, l'expert comptable peut lui-même prendre en charge ses missions, tout en ayant le rôle de chef d'orchestre. J'ai bien résumé, Olivier? Ouais, très, très bien. Parfait. En général, Euh, l'expert comptable a le rôle de chef d'orchestre et travaille avec tous ces musiciens. Parfait. Je vais peut-être encore prendre une ou deux questions. Là, on arrive à midi, mais alors, une question de Romuald. Faut-il, d'après toi, une lettre de mission spécifique pour ces Absolument. prestations de conseil? Et est-ce que c'est une lettre par prestation ou une lettre globale? Ça dépend de ce qu'on vend. Nous, par exemple, puisqu'on vend un accompagnement global et permanent avec une facturation récurrente, ça n'est qu'une seule mission qui inclut tout. Mais si je fais, en fonction de ma stratégie, encore une fois, et cetera, des petits morceaux, bah, il me faudra une lettre de mission par morceau, effectivement. Hmm. Très bien. Et puis, allez, peut-être une dernière question, question de Philippe. Par exemple, alors le sujet de la gestion de patrimoine revient vraiment beaucoup. Mais voilà, Philippe dit il y a des missions réglementées sur ce domaine-là. Comment sous-traiter, même communiquer sur son site internet en tant qu'expert comptable sans avoir forcément les agréments nécessaires? Alors, je rappelle que la gestion de patrimoine n'est pas une profession réglementée. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas, l'expert comptable peut faire une mission de conseil qui concerne la gestion de patrimoine. Ce que l'expert comptable de prime abord ne peut pas faire, c'est vendre, commercialiser des produits qui sont généralement intégrés dans la gestion de patrimoine et il ne faut donc pas confondre le conseiller en gestion de patrimoine qui généralement, même si ça n'est pas une profession réglementée, est quand même rattaché à, à un, on va dire, à un cadre légal, réglementaire, de la partie de gestion de patrimoine qui consiste à faire du conseil. J'analyse ce que vous avez, je vous dis ce que j'en pense. Un expert comptable a parfaitement le droit de le faire. Je vous conseille juste de prévenir votre assurance pour dire que vous vendez des missions dans ce cadre-là. C'est juste pour que vous soyez sûr d'être bien couvert, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'ORIAS ou de CIF dans ce contexte-là, tant que je ne commercialise pas de produits. Parfait, bah, écoute, merci beaucoup Olivier, tout ça était très intéressant. J'espère que ça vous a servi, en tout cas à titre personnel, j'ai beaucoup appris. Alors avant que vous partiez, on a un dernier petit sondage à vous faire faire. Je vais le publier et la question, c'est, donc vous le retrouvez dans le sondage, suite à ce webinaire, est-ce que vous considérez que en fait vous faites du conseil par rapport à tout ce que vous avez entendu? Et donc c'est intéressant de voir si suite à ces explications, vous pensez que la partie conseil est suffisamment développée chez vous. Et on voit qu'en effet, il y a ouais, un peu plus de 60% de personnes qui considèrent qu'elles n'en font pas. Donc voilà, on espère que ça vous aura donné les clés. Comme on le disait, là, c'est difficile en une heure de faire une synthèse de quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais déjà, on va publier une petite note à l'issue de ce webinaire. On essaiera de répertorier les éléments clés. Et bien sûr, après, si vous avez besoin de plus d'informations ou de renseignements, n'hésitez pas à contacter directement Olivier. Et notamment dans le chat, on a mis des liens pour avoir les routines de conseil que évoquait Olivier. Et puis voilà, la présentation aussi d'Atom 8. Un grand merci à Olivier. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Bah, écoute, non, merci beaucoup à toi, merci à tous pour votre présence. J'espère qu'en tout cas, vous aurez avancé un petit peu sur ce sujet-là. Effectivement, si ça peut, si vous avez envie d'avancer, vous pouvez aller sur les liens qui sont notés. La prochaine session de routine démarre le 24 octobre. Il y a donc plusieurs dates qui nous amènent jusqu'au 21 novembre, 24 octobre, 21 novembre. Donc, si vous voulez passer une période fiscale différente, entamer vraiment un nouveau projet autour du conseil. Le 24 octobre, vous devez être là. En tout cas, j'espère vous retrouver nombreux. Et merci beaucoup à Finthesis et à Thomas. Parfait, bah, merci à toi. J'espère qu'on fera une deuxième session parce que je suis sûr que ça a beaucoup intéressé des clients à nous.
Donc, bah, Avec voilà, plaisir. merci beaucoup à tous. Bonne, après-midi et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir Thomas. Au revoir à tous.